Depuis des décennies, une bataille sans merci oppose trois constructeurs de jeux vidéo. Sony avec ses PlayStation, Nintendo avec ses Switch, Wii, GameCube et Microsoft avec ses Xbox. Il y avait également un quatrième concurrent, Sega, mais avec ses innombrables échecs, il y a laissé ses plumes. Sega, c'est plus fort que toi. On peut se demander qui, depuis toutes ces années, mène la danse. Déjà, ce n'est pas Microsoft, malgré ses récents succès et sa jeunesse par rapport à l'implantation de Sony et de Nintendo dans le marché des consoles. Microsoft avait réussi à se faire une belle place en remplaçant dignement Sega. Mais quand on voit les chiffres mondiaux de ces nombreuses Xbox par rapport aux PlayStation et aux Nintendo, il y a comme un léger gouffre. Mais alors, qui d'entre Nintendo et PlayStation remporte la bataille sanglante du marché des consoles? Serait-ce Nintendo avec ses nombreux records de vente pulvérisés au fil des temps? Avec sa centaine de millions de ventes dépassées pour la Wii, pour la DS, plus récemment pour la Nintendo Switch qui est bien partie pour encore une fois pulvériser le record du nombre de consoles vendues. Mais il faut prendre en compte ces nombreux échecs. On n'oubliera jamais le bid de la Virtual Boy, une console qui a tendance à nous exploser les yeux par rapport à sa technologie. Et plus récemment, il y avait eu le bid de la Wii U. Enfin, bid est un grand mot, sachant que la Wii U s'est tout de même bien vendue dans le monde, mais ses ventes n'arrivent pas à atteindre le petit doigt de pied de la Wii. Alors que du côté de chez Sony, c'est presque un sans faute. Presque. Est-ce que je ne dirais pas des sottises en m'exprimant ainsi? La PS1 est devenue rapidement un succès planétaire. Pour une première console, c'était un véritable exploit. La PS2, le premier jour de sa commercialisation, c'était une nuée de personnes qui attendaient devant les magasins. La PS3, malgré son début un peu catastrophique, Sony a réussi à bien se rattraper. La PS4 a été un succès phénoménal dès le premier jour de sa sortie. Ça me fait un peu rappeler l'époque de la PS2. Les gens se ruaient dans les magasins pour récupérer justement ce fameux Saint Graal. Et concernant la PS5, elle est en rupture de stock depuis le début. Contrairement à Nintendo, il n'y a qu'un seul échec que l'on peut inscrire dans le CV de Sony et ça a fait pas mal de mal à la compagnie. La PS Vita. Pourtant, elle a tout pour plaire, cette petite bougresse. On prend en compte la qualité extraordinaire de l'écran, une prise en main très confortable, une croix directionnelle de qualité, une batterie qui tient vraiment la route, sans oublier la présence de 2 joysticks de bonne qualité. Ah, Nintendo qui a voulu faire la même chose avec la 3DS en intégrant une extension deuxième joystick pour jouer à Resident Evil. Mais ça a transformé la console en un étron phénoménal. De plus, on a eu le droit à des jeux de grande qualité. Wipeout 2048 ou Uncharted Golden Abyss pour les jeux Made in Sony. Celui-ci était justement le principal jeu vitrine de la console. Une prouesse technique jamais vue dans le marché des consoles portables. Et en plus, ce n'est pas la première console portable de chez Sony. Rappelez-vous du succès planétaire de sa grande sœur, la PSP, qui s'est vendue à 80 millions d'exemplaires dans le monde. Ça, c'est bien joué de la part de Sony. Alors pourquoi la PS Vita a bidé? Est-ce que c'est dû à une lassitude de la part du public envers le marché des consoles portables? Sachant qu'il y avait eu le marché des smartphones qui avait connu un âge d'or, tout le monde jouait à des jeux de qualité directement sur leur smartphone. Mais non, ce serait mentir parce que à la même époque de la PS Vita, il y avait eu la 3DS de chez Nintendo qui a connu un énorme succès. 76 millions pour une vulgaire update de la DS, c'est fort de la part de Nintendo. Me voilà confus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la PS Vita ne marche pas dans le monde? Elle avait tout pour plaire. Eh bien, on va essayer de répondre à ça. Tout commence début 2012 avec une console vendue à un prix de base de 250 €. Et on a peut-être un premier élément de réponse. Ne trouvez-vous pas que 250 € pour une console portable, c'est un peu excessif, sachant qu'on a toujours eu l'habitude de payer nos consoles portables aux alentours de 100, 150 €. On prend en compte la DS et la 3DS. Le grand public n'a pas pour habitude de mettre autant d'argent dans une console portable. Et Nintendo, on a fait les frais avec sa 3DS. Au début, elle était vendue à 250 €. Au vu du début catastrophique de commercialisation de cette nouvelle console portable, ils se sont dépêchés pour baisser le prix drastiquement, la passant de 250 € à 150 €. Et pour mieux faire passer la pilule à toutes les personnes qui avaient déboursé 250 € pour cette machine qui a vite baissé de prix, Nintendo leur a proposé d'acheter la 3DS Ambassador. Un cadeau mi-figue mi-raisin. Peut-être que la PS Vita a bidé dans le monde de par son prix excessif de 250 €, sauf que si vous vous souvenez bien,
La PSP, quand elle était sortie au début, elle était vendue à 250 €, le même prix que la PS Vita à ses débuts. Sachant qu'en plus, c'était la première console portable de Sony, une grosse prise de risque pour s'implanter dans ce marché. Sauf que Sony a donné l'habitude à son public de dépenser des sommes assez folles dans le marché des consoles. N'oubliez pas les 3000 francs pour la PS2 et du coup les 250 € pour cette PSP. Mais comme ils avaient un public hyper fidèle et un public adulte, plus mature, eh bien, ils savaient qu'ils pouvaient vendre leurs produits plus cher que la normale. Et entre nous, au vu de leur qualité par rapport aux consoles Nintendo, il n'y a pas à dire, on en a pour notre argent. Un autre élément qui explique peut-être son bide, c'est le problème concernant les cartes mémoire propriétaires. C'est-à-dire qu'avec la PS Vita, vous ne pouvez utiliser que des cartes mémoire spéciales PS Vita. Vous ne pouvez pas acheter des cartes mémoire lambda, génériques, moins chères que le prix pratiqué par Sony pour leurs cartes mémoire. Et ça, c'était un véritable problème à l'époque parce qu'il fallait débourser beaucoup d'argent pour récupérer une carte mémoire PS Vita. Avec une absence de mémoire interne dans la console, les joueurs n'avaient pas le choix. S'ils souhaitaient sauvegarder leur partie, il fallait qu'ils passent par la caisse pour récupérer une carte mémoire dont le prix variait selon la taille. Par conséquent, cela gonflait le prix final de la console. Une console qui passe de 250 € au prix standard à 300 €, voire plus, selon la taille de la carte mémoire. Et cela a été une grosse erreur de la part de Sony de ne pas proposer une mémoire interne. Ils auraient très bien pu proposer ça à la place de l'appareil photo que peu de personnes ont utilisé, mais également à la place du pavé tactile qui n'était qu'un gadget supplémentaire pour le peu de jeux qu'il exploitait. Et comme vous le savez, plus il y a de gadgets dans une console, et plus ça fait augmenter son coût de fabrication. Et n'oubliez pas que la vente à perte est interdite en France. Si Sony devait rajouter, en plus de tous ces gadgets plus ou moins inutiles, une mémoire interne, cela allait augmenter considérablement le prix de base de la console et ça allait vraiment mettre un froid à toutes les personnes qui voulaient s'intéresser à cette nouvelle console portable. Mais même ça, ce n'est pas une raison suffisante pour expliquer le bide de la PS Vita. Souvenez-vous du marché des consoles sur PlayStation et sur PS2. Il était impossible de sauvegarder les parties de jeu si vous ne possédez pas une petite carte mémoire. Et je me souviens qu'à l'époque de la PS2, une carte mémoire de la console coûtait 50 voire 60 €. Ce qui était le prix d'un jeu vidéo. C'est à partir de maintenant que je vais vous donner, selon moi, la principale raison du bide de la PS Vita. C'est son absence de jeu. Attention, je ne parle pas de jeux indés, de visual novel, de JRPG, parce que ça pullule dans tous les sens sur la PS Vita. Il y en a pour tous les goûts, mais ce sont des jeux qui n'intéressent qu'à un public de niche. Et pour le grand public, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous avez bien compris, la PS Vita est en cruel manque de AAA. Pourtant, au début, c'était bien parti. On avait le Uncharted Golden Abyss qui était une valeur sûre dans l'achat d'une PS Vita, mais après quelques semaines de commercialisation, c'était le désert. Par conséquent, cela impactait le nombre de ventes de consoles et Sony s'est retrouvé dans un cercle vicieux. Qui dit moins de jeux dit moins de ventes, moins d'investissement de la part des éditeurs et développeurs pour produire des jeux AAA, moins de jeux, moins de ventes. C'est le serpent qui se mord la queue. Surtout que pour les éditeurs et développeurs, il était très onéreux de développer des jeux sur la PS Vita par rapport à la 3DS où le coût de développement était bien moindre, en plus que c'était plus facile. Ajoutons à cela que la 3DS était mieux implantée dans le monde par rapport à la PS Vita. Mettez-vous à la place des éditeurs, ou devrais-je dire des investisseurs. Vous désirez récupérer un maximum de bénéfices en développant des jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, c'est pas le monde des bisounours, enlevez-vous ça de votre tête. Et si vous désirez récupérer le maximum de pognon, vous avez le choix entre soit développer des jeux moins chers sur une console qui est mieux implantée, ou développer des jeux plus chers sur une console qui commence à bider. Le choix, il est vite fait. Le problème est que Sony n'a pas vraiment aidé pour l'avenir de sa console portable. Ils l'ont vite abandonné au vu des ventes catastrophiques de la console. Mais vous n'êtes pas malin, Sony. Vous imaginez si vous n'avez pas sorti seulement Uncharted sur la PS Vita, elle se serait mieux vendue. Imaginez sur la console des jeux exceptionnels, comme par exemple un Last of Us exclusif à cette console, ou alors un God of War. Il y avait des épisodes exclusifs qui étaient sortis sur la PSP, et pourquoi pas un autre Ratchet & Clank, ou un Jak and Daxter, et un excellent Gran Turismo. On a pu voir grâce à Wipeout que la console avait tous les atouts pour nous proposer un jeu de course de grande qualité. Sauf que le problème, c'est que Wipeout, ça
c'est pour un marché de niche, c'est beaucoup trop futuriste pour intéresser le public lambda. Mais il n'y a même pas besoin de parler de Last of Us, de Ratchet & Clank, de God of War. Si vous désirez qu'une console marche extrêmement bien, vous n'avez qu'à sortir un GTA. Quel est le jeu le plus vendu de la PS2? GTA. Quel est le jeu le plus vendu de la PS3? GTA. La PS4, GTA. Et la PS5, ce sera très certainement GTA 6. Pour qu'une console fonctionne parfaitement, il faut sortir des jeux ultra populaires dans le monde. C'est pour ça aussi que le jeu le plus vendu de la PS Vita est Minecraft. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que le jeu est tellement populaire que ça avait reboosté à l'époque les ventes de celle-ci. Mais non, à la place, on s'est tapé un véritable gâchis avec un Call of Duty Black Ops Declassified qui était pas franchement ouf. On s'est tapé un Borderlands 2 à 15 FPS, en jeu de course réaliste Alpha Injection qui est très loin de la qualité des Gran Turismo sortis sur les autres consoles de chez Sony, et sans oublier cet étron monumental. Je me demande comment c'était possible de sortir une merde pareille, le Silent Hill de la PS Vita, le Book of Memories. Ces abrutis nous ont pondu un Diablo-like plutôt qu'un Survival Horror, alors que sur la PSP, on avait eu le droit à un Silent Hill exclusif à la console, le Silent Hill Origin. Mais non, là, je sais pas ce qui s'est passé dans la mentalité des développeurs, ils ont voulu tenter quelque chose, mais pourquoi Sony n'a pas eu son mot à dire concernant cet étron monumental? Tout ceci a mené à un événement que tout le monde s'attendait, une deuxième année de commercialisation catastrophique pour la PS Vita. Ce qui a refroidi les investisseurs, moins de jeux, moins de ventes, enfin je vais pas vous refaire le dessin, vous avez compris la situation. Sans oublier l'autoconcurrence de Sony en sortant l'année suivante la PS4 qui était un petit peu la console la plus attendue de ces dernières années. Même si ce n'est pas crédible de comparer une console portable avec une console de salon, mettez-vous à la place du grand public qui n'a pas franchement les moyens d'acheter toutes les consoles qui sont sorties à ce jour. Pour un budget de 250 € plus carte mémoire et plus quelques jeux, ils mettent un petit peu plus d'argent et pour 400 €, ils peuvent s'acheter la dernière console de salon de chez Sony. Le choix, il était vite fait. Et Sony l'avait parfaitement compris, puisqu'ils avaient beaucoup plus mis en avant la campagne publicitaire de la PS4, tout en abandonnant progressivement celle de la PS Vita. Ce qui est franchement dommage au vu de la qualité proposée par cette console. Et le coup de grâce est arrivé en 2017. Avec la sortie de la Switch, une console hybride made in Nintendo vendue à seulement 300 € qui a littéralement enterré la PS Vita. C'est bien simple, moi personnellement, dès que la Switch était sortie, la PS Vita, je l'ai littéralement abandonnée. Déjà que je n'y jouais pas tant que ça par rapport à d'autres consoles, avec le débarquement de la Switch, elle était morte. Et il a dû se passer exactement la même chose chez la majorité des joueurs de cette planète. C'est fort dommage, parce que j'avais déjà un bon préavis avec cette console lorsque je l'avais testée pour la première fois à la Part-Dieu de Lyon. C'est le centre commercial justement de cette ville. Et il y avait eu un événement où on pouvait tester en avant-première la PS Vita. Et ce jour-là, j'avais testé le Wipeout 2048 et j'étais littéralement tombé amoureux de cette console qui avait un sacré potentiel. J'ai pu découvrir des excellents jeux, mais le temps passé sur cette console n'est pas franchement ouf. Je garde tout de même un excellent souvenir de cette petite machine qui est la dernière console portable de chez Sony parce qu'ils avaient décidé après ça d'abandonner le marché des consoles portables, ce qui a laissé le champ libre à Nintendo en s'implantant correctement avec la Nintendo Switch puisqu'ils avaient zéro concurrence. À l'époque de la DS, la PSP faisait de l'ombre à Nintendo et Nintendo avait un petit peu peur pour la 3DS avec la PS Vita, mais fort heureusement, Sony s'est vautré avec cette console. Et il faut voir que le marché des consoles portables a toujours un avenir, puisqu'il suffit de voir le succès planétaire de la Switch et aussi le succès récent de la Steam Deck, qui propose aux joueurs de jouer à leur bibliothèque Steam directement sur console portable, si au moins ces jeux sont compatibles avec le Steam Deck. En bref, comment se fait-il que la PS Vita a complètement bidé par rapport à la PSP et surtout sa principale concurrente, la 3DS? Avec la présence de gadgets plus ou moins inutiles comme l'appareil photo, le pavé tactile qui n'a pas été une bonne idée, absence de mémoire interne et de ce fait, les joueurs étaient obligés de mettre un billet de plus pour s'acheter une carte mémoire afin d'enregistrer leur jeu,
absence cruelle de AAA, autoconcurrence de Sony avec sa PS4, et je suis sûr qu'il n'y a pas que ces raisons. Vous pouvez me dire justement dans les commentaires que pourquoi selon vous la PS Vita a totalement bidé et quel est votre ressenti personnel de cette console qui malheureusement a été un gâchis, je dirais. Parce que vous savez quoi? Cette console est de très bonne qualité, elle dépasse la qualité de la 3DS, mais quand il n'y a pas de jeu, la console, ça sert un petit peu à rien. C'est comme si on achetait une coquille vide. Je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo parlant d'une petite histoire ou un fait assez sombre du côté des consoles de jeux vidéo. C'était Astarion le Bon.